rappelle que nous allons conclure la cérémonie avec la participation de représentants du gouvernement qui vont venir nous parler de leurs engagements, de leurs projets. Nous allons bien entendu les interpeller sur leur interaction avec les problématiques et les préoccupations des entreprises, puisqu'il s'agit d'une plateforme organisée par les opérateurs économiques avec le partenariat des acteurs universitaires et ici avec les SKE. Et pour évoquer le premier thème, avec, disons, celui qui est concerné directement par la mise en exécution de programmes sectoriaux, par l'investissement, par le commerce, par l'industrie, par l'économie numérique aujourd'hui, je vais demander à Moulay Hafid El-Alami, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'économie numérique, de venir me rejoindre. Merci. Monsieur le chef de gouvernement, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, quel plaisir d'être avec vous. C'est bizarre. Dès qu'on revient dans cet environnement, j'ai plus d'oxygène dans les poumons. Je ne sais pas pourquoi, mais le chef de gouvernement étant médecin, il va nous expliquer probablement la raison. Alors, on ne peut pas s'empêcher de poser une question à Moulay Hafid El-Alami. Il est là en tant que ministre, mais il a été également président de la CGEM. Quel sentiment a-t-on quand on revient devant les opérateurs, devant le nouveau président de la CGEM, devant ceux qui étaient des amis, des partenaires, qu'ils sont toujours, je l'espère. Quel est le sentiment que l'on a quand on revient pour leur parler avec un regard qui vient d'ailleurs? Bien écoutez, il est difficile d'être amnésique dans des cas pareils. C'est une maison que j'ai eu l'honneur de croiser il y a presque 10 ans déjà. Je fais partie des gens qui se retournent rarement sur leur parcours. Je suis revenu en 10 ans à la CGEM à 2 reprises. Une quand Siharani était là, une quand Mme Merim Ben Saleh était là, et encore aujourd'hui. Donc c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est suffisant pour constater que cette maison, ô combien importante pour l'économie marocaine, continue son chemin inlassablement. Mais c'est sans pincement au cœur. Je crois que dans la vie, il faut savoir tourner des pages et constater les évolutions des maisons qu'on a eu le plaisir de croiser et de voir leur évolution. La CGEM est une institution ô combien importante pour notre pays. Elle a réalisé beaucoup de choses. Je me souviens, c'était pas avant Jésus-Christ, mais c'était pas loin, lorsque l'assainissement avait frappé très fort au Maroc, eh bien, la CGEM avait tenu bon, avait fait front ensemble pour faire en sorte que cette catastrophe que nous avons traînée pendant presque une dizaine d'années, dont les balafres sont restées profondes pendant longtemps, a tenu bon et a fait en sorte que cet événement soit oublié. Donc c'est une institution qui est importante dans les moments difficiles, mais qui est aussi très importante dans les moments d'euphorie et de développement. Donc nous avons vécu tous ces cycles-là. Et on parlera peut-être du cycle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bien, alors Moulay Hafid, vous êtes là aujourd'hui, on a envie de savoir, et les opérateurs économiques qui sont là sont à l'écoute. Il y a des indicateurs qui circulent sur la situation économique, sur les enjeux, sur des données macroéconomiques, certains se plaignent. Hier, on évoquait... lors d'une discussion au niveau du panel sur la fiscalité ou sur le rapport à l'administration, que dès qu'on avançait des rapports négatifs, c'est les privés qui les mettaient en avant, et dès qu'on avançait des rapports très positifs, c'est le public qui les mettait en avant. Alors, vous qui êtes à moitié-moitié, disons, est-ce que votre lecture, elle est moitié-moitié aussi? Écoutez, je ne sais pas être autrement que tout à fait direct et transparent. Donc on n'est pas là pour la langue de bois et se dire des choses pour se faire plaisir.
J'ai présidé cette maison. Je connais l'esprit de l'intérieur. Et j'ai trouvé dans cette maison, quand j'y suis arrivé, un langage qui m'avait fortement interpellé. Il y avait un lexique. Et ça doit vous dire quelque chose. On n'a pas de visibilité. On ne sait pas où on va. Je pense que demain sera pire qu'aujourd'hui. Ce négativisme est le fort de tous les patronats dans le monde, avec une intensité différente d'un pays à l'autre. Et nous savons, nous, aller dans les excès. Donc, est-ce que tout va bien, Madame la Marquise? Je vous dirai assurément non et jamais. Jamais ça ne sera exceptionnel sur tous les points. Est-ce que tout va mal? Je vous dirai en toute objectivité non. Et ce qui est dramatique, et je vous le dis en toute transparence et j'assume totalement ce que je partage avec vous. Je suis parfois meurtri de voir que mon pays va bien sur certains sujets et par parfois ignorance, incompétence, manipulation, bêtise, esprit suicidaire, on se met la corde au cou et on l'attend très fort. Il y a eu des débats, dont ce matin, Sib Mkhlouf, je n'ai pas assisté, mais ça a été, paraît-il, une intervention remarquable. Bravo. Mais je me permets de corriger quelque chose d'important et de grave. Vous avez parlé de taux d'intégration. Vous allez me permettre très amicalement de m'adresser à vous, mais je m'adresse à tout le monde. Nous sommes tous dans la même situation qui, pour moi, est dramatique. Prenons ce cas, et vous avez raison de le traiter comme ça, mais je vous dis que c'est faux. Et je vous démontre que c'est faux. Lorsqu'on parle de taux d'intégration d'automobile, suivez-moi 2 secondes. Les chiffres sont têtus. Lorsque nous avons un secteur automobile qui est premier exportateur de ce pays, ce n'est pas moi qui fabrique les chiffres, c'est l'Office d'échange. Lorsque nous avons un taux d'intégration qui aujourd'hui, à la sortie de PSA, du véhicule PSA, il est à plus de 60%, venons nous asseoir pour faire les calculs. Lorsque nous avions Kenitra, qui avait 400 hectares, où il y avait 3 entreprises automobiles, et qu'aujourd'hui, les 400 hectares sont pleins, nous avons fait une extension de 500 hectares, elle est pleine, nous sommes en train de faire une nouvelle extension de 300 hectares. Est-ce que c'est du virtuel? Lorsqu'on parle d'emploi et on se tire les balles dans le pied ou dans la tête, je ne sais plus très bien, lorsque vous avez un export qui va vers les 100 milliards de dirhams d'automobiles, est-ce que ça s'est fait par Junoun? Est-ce que c'est fait par des fantômes? Et c'est fait comment? Lorsqu'on me dit qu'on me sort... J'ai eu une longue discussion avec Sil Halimi, pas plus tard qu'avant-hier. Et nous sommes complètement d'accord sur la démarche. Parce que la nomenclature marocaine est tordue. Lorsque vous mélangez l'artisanat qui s'appelle Séna'a, Tqlidia, et quelque chose qui s'appelle Séna'a, sous prétexte que la nomenclature le fait, ils ont un tronc commun qui s'appelle Séna'a. Je n'en veux pas au HCP parce qu'il a une nomenclature à respecter. J'en veux à moi-même. Il faut qu'on règle tout ça. Mais lorsque, sous ce prétexte-là, on sort des emplois qui sont en destruction lorsqu'ils sont en construction, lorsque je vais à la CNSS entreprise par entreprise et qu'on les fait de façon non plus statistique, non plus avec des projections métaphysiques ou scientifiques, peu importe, mais lorsque vous avez... On m'explique que j'ai un troupeau de brebis. Tous les matins, je l'emmène dans la forêt et rentre le soir. J'avais 1000 brebis. On me dit statistiquement, quand tu sors tes brebis, le loup t'en mange 1% par semaine. C'est comme ça. Bien. Il y a la mortalité plus la natalité, etc. Donc vous devez perdre 5% par semaine. Un jour, je me dis, je vais compter mes brebis. Je fais comme les enfants, je compte les bûchettes. Donc je sors les brebis une par une. J'en avais 1000, j'ai 1200. On me dit, c'est très bien. Vous connaissez la blague, c'est le cas. Donc on prend des entreprises, on les compte une par une et on se dit, non, c'est pas possible. De grâce. Ça, c'est de mourir en bonne santé. Ça, c'est de s'assassiner en bonne santé. Je suis absolument d'accord que nous ne sommes pas parfaits sur tout. Il y a beaucoup de choses où nous avons des marges de manœuvre et de progression qu'il faut aller chercher. Mais quand on sort des choses qui sont aberrantes et qu'on ne veut pas,
rentrer dans les détails pour les regarder. Je suis désolé, et je m'inscris en faux, et je me battrai toujours contre ça, contre les opérateurs, contre moi-même, contre... Je ne suis pas d'accord. Parce que si vous voulez vous soigner, il faut faire un scanner total. Quand ça va mal, il faut dire il y a une métastase ici, mais quand il n'y a rien, de grâce, ne mettons pas une chimio à un patient qui n'a pas de cancer. Or, ce que nous faisons, sous prétexte de vouloir avoir des institutions, de faire des statistiques, tout ça c'est très important, c'est fondamental. Mais si on ne fait pas attention, parce que lorsque je suis, et vous me permettrez d'être long là-dessus parce que ça me tient à cœur, c'est important, pas pour mon ministère. Vous savez, je suis un homme d'affaires et je resterai un homme d'affaires à vie. On peut sortir un homme d'affaires du business, mais on sort rarement le business d'un homme d'affaires. Donc je suis vérolé, je ne changerai pas. Et j'en suis fier. Je suis fier de faire partie de cette famille des gens qui sont ici aujourd'hui. Mais ceci n'empêche pas d'être objectif. Lorsque, par ailleurs, au niveau, prenons le textile, j'ai discuté avec mes amis du textile. Ils viennent me dire, les banques ne nous suivent pas. Bien, on va se battre contre ces banques-là, vous savez. Il y a l'assureur qui est mauvais et le banquier qui est juste derrière. Désolé pour nous. C'est normal. D'abord, vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les journaux. Première page. Secteur catastrophique, textile, c'est pas possible, etc. L'après-midi, vous allez toquer à la porte du banquier, vous lui dites j'ai besoin d'avoir un crédit. Et vous dites je ne comprends pas qu'il ne me donne pas de l'argent. Moi, je suis d'ahmaq. Donc, j'ai eu des discussions avec le secteur, par exemple textile, en disant disons la vérité. Quand on a des activités qui ne marchent pas, il faut dire qu'elles ne marchent pas. Mais quand elles relèvent la tête et que je constate au niveau de l'export que votre chiffre est comme ça, ben, il faut qu'on s'explique. Expliquez-moi. Donc, il y a des choses, et si vous permettez, j'ai demandé une seule projection d'un microfilm pour vous expliquer le sujet automobile, parce que c'est de ma faute. Je n'ai jamais partagé ce sujet-là avec les uns et les autres. Ça prend 1 minute. Est-ce qu'on peut à la régie? La seconde question sera que vous nous exposiez ce qui est en cours. Donc, on va démarrer par ce film, et ensuite on enchaînera avec le reste. Si la régie a le film, qu'elle le projette. Alors là, c'est la construction de toutes les pièces automobiles qui se font aujourd'hui au Maroc. C'est ce qu'on appelle, par certains pays qui nous aiment, ils nous disent qu'on fait du boulonnage. Regardez toutes ces pièces. Moteur, les freins, tout. Tout ça, c'est fait, fabriqué par des usines au Maroc. Comment vous m'expliquez qu'il n'y a pas un taux d'intégration? Toutes ces pièces, sans exception, sont fabriquées au Maroc, avec des usines qui fabriquent au Maroc. Dernier point, alors vous êtes à plus de 60%. Avec l'usine de PSA qui fabrique les moteurs, vous serez à 85%. Et j'insiste sur ce point-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays, voire qu'il n'y a pas de pays qui sont à 85%. Donc on sera dans les records. Pourquoi? Pas parce qu'on est intelligent, parce qu'on est un pays particulier. On est à la fois très développé et très sous-développé. Quand on est très développé, on fait la partie haute en technologie et tout le reste, on le sous-traite en Chine ou ailleurs. Et quand on est sous-développé, on fait la partie qui est sous-traitée, on ne fait pas la partie haute. Au Maroc, PSA a 1600 ingénieurs aujourd'hui qui travaillent au Maroc. Le véhicule qui est sorti de PSA, qui est confidentiel, parce qu'il travaille en vase clos, ils le mettront sur la place publique en mars 2019, l'usine est opérationnelle, mais ils ne peuvent pas l'ouvrir encore. Donc, ce véhicule a été designé au Maroc par des ingénieurs et des designers marocains, parmi les 1600. Donc, oui, mon pays a besoin de beaucoup de choses, mais je suis désolé, mon pays a fait des pas en avant énormes. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à mes prédécesseurs. Quand il a négocié avec Renault l'installation de l'usine Renault, on avait un faible taux d'intégration. Dans le temps, on aurait pu lui dire « mais tu es fou, jamais. Pas de taux d'intégration exceptionnel au Maroc, pas d'usine. » Vous n'auriez pas 100 milliards de dirhams à exporter aujourd'hui, dont Renault exporte 2 milliards d'euros et PSA est en passe d'exporter 1 milliard d'euros par an de pièces usinées au Maroc. Renault exporte à 70 pays à travers le monde à partir du Maroc. Oui, on n'est pas la NASA, oui, on n'est pas l'Allemagne, tout ça je suis d'accord. Mais il y a des choses qui marchent.
je dis pour nous, regardons les choses qui marchent en disant « Ok, ça je m'en occupe plus, occupons-nous d'autres choses ». Donc quand on dit le taux d'intégration est faux au Maroc, mesdames et messieurs, c'est faux. Et je défie quiconque de venir me démontrer le contraire. Donc je dis attention, on a pris le taux d'intégration, mais je reviens à l'ensemble. Parfois on s'installe dans une sinistrose nationale d'exception, contaminante. On n'a pas de visibilité, les banques, la liquidité, mais comment ça se fait qu'on a de l'économie qui continue à tourner, des gens qui font encore de l'argent? On parle de compétitivité. Quand je suis assis dans mon bureau et que j'ai des Japonais, Yazaki, Toyota, Lear, qui me cassent les oreilles tous les matins pour lancer des usines au Maroc, nous avons tous les jours des installations d'industriels internationaux. Alors la réponse est simple, c'est qu'ils ont des avantages que les Marocains n'ont pas. Est-ce que vous êtes tombé sur la tête? Est-ce que vous avez donné votre cerveau à quelqu'un d'autre? Sortez-moi un texte, un article qui fait qu'il y a un étranger qui peut avoir un avantage qu'un Marocain ne peut pas avoir. Est-ce qu'il y a un code des investissements des étrangers, un code des investissements des Marocains? C'est quoi ce... Et c'est rentré dans les gènes chez nous au Maroc, en disant, oui d'accord, mais c'est des étrangers. Ça veut dire quoi, c'est des étrangers? Alors maintenant, si vous me dites qu'il n'y a pas de Marocains qui fabriquent d'avions, je vous réponds oui, je suis désolé, mazel. J'ai pas Boeing au Maroc, j'ai pas Airbus au Maroc, leur propriétaire n'est pas encore marocain. Ça viendra. Mais dans le secteur de l'aéronautique, où nous sommes aujourd'hui à 32% de taux d'intégration, vous avez des Marocains qui sont dans ce secteur-là et qui sont des sous-traitants qui travaillent, qui fournissent des pièces en aéronautique. Lorsque vous avez en automobile, j'ai devant moi Hakim Abdoumen, vous êtes, sauf erreur ou omission, associé aujourd'hui au leader mondial du vitrage automobile. Nous vous avons accompagné pour ça. AGC, qui est japonais, qui est installé avec vous au Maroc, à Kenitra, vous avez fusionné votre affaire avec la sienne et vous devenez un exportateur de vitrage, Inch'Allah, incessamment sous peu, quand l'usine sera terminée parce qu'elle est en cours. Eh bien, ces exemples-là sont multiples et variés. Je ne peux pas intellectuellement accepter de dire Hachi, ça n'existe pas. Donc, en récapitulant, est-ce que le Maroc va mal? Ça, c'est à vous de dire. Nous, on est là. Maintenant, je reprends ma casquette exclusivement de ministre de l'Investissement ou de l'Industrie ou du Commerce, ce que vous voulez. Vous savez, ils ont fait un gouvernement. Les miettes qui restaient sur la table, ils ont dit on va les donner à quelqu'un. Je me suis retrouvé avec quelques portefeuilles. Et donc, si vous voulez, en tant que ministre responsable de l'Investissement, je dis aujourd'hui, le pays n'appartient pas à d'autres. Il nous appartient. En tant qu'opérateur économique ou en tant que gouvernement, nous devons travailler la main dans la main pour faire en sorte que les choses avancent. Et attention, la sinistrose a frappé des pays amis de longue date. Et cette maladie, même avec le Prozac, ça ne se soigne pas très vite. Il faut prendre quelques décennies pour s'en défaire. Donc soyons vigilants, soyons objectifs. Parce que quand vous venez me voir, vous me dites que l'industrie ne marche pas, vous savez ce qui se passe? Switch off. Je dis celui-là ou celle-là n'a rien compris. C'est par son incompétence, c'est par son incompréhension, c'est parce qu'elle ne maîtrise pas son métier qu'elle vient me polluer. Je ferme. Quand vous venez me dire, j'avance, j'ai besoin de 3 points précis, les voici, que l'administration traîne, que le CRI n'est pas opérationnel comme je veux, c'est pour ça qu'il y a une réforme du CRI, que l'administration me demande 15 papiers qu'elle a chez son cousin, c'est pour ça que Sa Majesté a pris une décision forte et qu'il impose au gouvernement en disant « je vous interdis de demander un papier qui existe chez une autre administration ». Venez avec des choses concrètes. On sera beaucoup plus crédible, Monsieur le Président de la CGM. À chaque fois que vous allez venir avec des demandes qui ont été tamisées, où on aura enlevé l'effet du Prozac, l'effet de la contamination, et on laissera décanter les vrais problèmes, sachez que ces problèmes-là, on est payé pour nous retrousser les manches et les régler. Nous sommes sur la même embarcation Maroc SA. Si on ne colmate pas les brèches qu'il y a, on coulera ensemble. Et on coulera. Alors, si l'économie ne marche pas, rien ne marchera dans ce pays. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez focalisé sur l'industrie automobile, en sachant que vous avez engagé un plan d'accélération industrielle qui concerne d'autres secteurs d'activité qui ont envie peut-être de vivre la même success story, d'abord en s'inscrivant dans des données qui doivent être fiabilisées. Peut-être que vous allez peut-être être amené à communiquer de manière officielle régulièrement sur les chiffres
pour que l'on puisse considérer que ce sont vos chiffres et non pas celles des autres, et non pas ceux des autres. Et donc, dans ces divers secteurs, et nous avons ici des présidents de fédérations qui gèrent leur secteur, qui cherchent à être et qui sont vos interlocuteurs avec la CGEM dans le cadre de réflexion. Où en est la stratégie du ministère, les actions, les priorités pour les 3 prochains mois, pour les 9 prochains mois, sur la base de l'ensemble des volets que vous avez et pas seulement celui de l'automobile? Alors, on me reproche souvent ça et vous avez raison de faire ce reproche. Il est bon. Je ne peux pas m'empêcher de parler de l'automobile parce que quand on attaque le taux d'intégration automobile. Je me dois de répondre, mais je vais vous répondre sur l'ensemble. Nous avons, au niveau du plan d'accélération industrielle, 49 écosystèmes opérationnels aujourd'hui. Aéronautique, textile. Parenthèse, est-ce que vous imaginez qu'au niveau de l'aéronautique, le Maroc fabrique des parties de moteurs d'avion? Nous avons un écosystème moteur d'avion, nous avons plus d'une dizaine d'opérateurs implantés au Maroc. Je ferme la parenthèse. Il suffit d'aller voir un Nouassar, c'est intéressant, c'est instructif. Eh bien, ça a pu créer pour les PME aussi des opérations très claires d'accompagnement. On a accompagné 960 unités entre 2016 et 2018 avec des résultats probants, intéressants. Comme on dit à l'école, peut mieux faire. La PME et la PMI méritent mieux. Il faut qu'on réfléchisse ensemble comment la sécuriser, comment la rentrer dans des écosystèmes pour qu'elle ait des marchés, pour qu'elle avance davantage. Le textile dont on parle, lorsque on étudiait le textile, il était en chute libre, souvenez-vous. La Chine nous avait absorbé l'ensemble de nos activités. Quand j'étais membre de la CGEM, j'ai vu des pans d'activités et des villes disparaître au niveau du textile. Tanger, ça vous rappelle quelque chose? La région de Rabat. Et j'avais, dans le temps, pris mon bâton de pèlerin et j'avais été voir un ministre qui était bizarre dans le temps, c'était un ministre des Finances. Je crois qu'il s'appelait Salahdine Mzouer. Et je lui ai dit, si vous ne faites pas des choses avec nous, nous allons mourir. Avec une démonstration. Voilà pourquoi la Chine est en train de nous absorber, nous sommes en train de disparaître, etc. On avait fait un comité de veille dans le temps et qui a donné des résultats très probants. Donc je pense que ce sont des choses qui ont donné des résultats dans le temps et qui continuent à fonctionner. Qu'est-ce que nous avons fait pour le textile? Nous avons constaté que le problème du Maroc, à part la Chine, qui aujourd'hui n'est plus un problème, ils étaient à 100 $ du salaire moyen il y a 6 ans ou 7 ans, ils sont à 700 $ aujourd'hui du salaire minimum. Leur SMIC est à 700 $ au niveau de la côte Est. Et lorsque Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a été en mission, je crois qu'il y avait quelques personnes, dont c'est Mzouer, avec nous quand on a rencontré le président chinois, à huis clos, il avait dit, vous avez compris la position de la Chine, entre guillemets, mais nous n'allons pas nous arrêter à cette... Vous parlez de 500 $, je vous annonce que nous sommes à 700 $, et je vous annonce que nous allons aller à 1500 $, parce qu'ils ont une stratégie de créer une classe moyenne. Donc, si vous voulez, les secteurs que vous voyez là ont évolué. Et si on prend le cas du textile, nous avons été chercher l'amont du textile, les boutons, le fil, etc., les fermetures éclairs, qui n'existaient plus, même pas en Europe. Tout ça a été absorbé par la Chine. Eh bien, aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'activités qui sont là. Le glaire, ça vous dit quelque chose? Une grosse entité à Rabat qui a fait partie des entreprises qui ont fait faillite. Elle redémarre avec un investisseur important, spécialisé dans l'amont textile, et qui va fournir le Maroc de façon importante pour le textilien. Le textile a repris, donc on voit les effets aujourd'hui du textile. On n'est plus dans le négatif, on est à plus 3,4, en train d'évoluer. L'électronique a évolué, l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique, l'automobile. Et puis nous avons des secteurs qui n'avancent pas pour plein de raisons. Comme ça, charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai peut-être pas fait assez. Comme ça, on a réglé le problème. Virgule. Les fédérations ne font pas leur boulot. Le message est clair, là. La fédération du cuir ne travaille pas comme la fédération du textile. Je suis désolé, on peut en parler. Vous voulez qu'on fasse on peut rentrer dans le détail, fédération par fédération. Sachez que quand vous avez pris du Prozac ou de l'Ecstasy, les effets ne sont pas les mêmes.
L'automobile a pris de l'ecstasy, je crois. Vous avez devant vous des lions qui, quand ils ont en face d'eux une montagne, ils la démontent en pièces détachées. Comment voulez-vous que l'administration ne les suive pas? Quand vous avez en face de vous une fédération avec des opérateurs qui, à la première brise, vous disent « peut-être qu'on va… » Nous sommes passés, souvenez-vous, par deux phénomènes importants au Maroc. Nous sommes passés par le phénomène de la bourse, souvenez-vous, des privatisations. Donc au lieu de s'embêter avec du personnel, les syndicats, etc., on faisait de l'argent en dormant à la maison. Et on a trouvé les gens de Trek Mdiona autour de la corbeille pendant des années. Et puis il y a eu un deuxième phénomène au Maroc qui s'appelait l'immobilier. Il y a eu un boom immobilier, tout le monde s'est tourné vers l'immobilier. Et on a fait encore mieux que ça. On a marié l'immobilier et la bourse. Donc on a eu de l'immobilier dans la bourse. Tout ça, c'est très bien. Mais parce qu'on fait fonctionner certains secteurs, on a tourné le dos à l'industrie, ce qui est dramatique pour l'emploi, ce qui est dramatique pour le développement et la pérennité de l'économie de notre pays. Alors, par rapport au… Je retiens cette idée qui a été évoquée du comité de veille stratégique qui permet probablement de régler des dossiers entre institutions. Celle aussi du rapport des fédérations avec le ministère pour peut-être accélérer le rythme et une mise à niveau avec probablement un meilleur cadrage des demandes avec précision et avec une démarche qui soit constructive. Maintenant, vous êtes attendu sur probablement une charte de l'investissement qui est en cours et pour laquelle il y a des attentes très fortes. Et deuxième question, la dynamique attendue du regroupement de Maroc Export avec l'AMDI qui a donné l'AMDIE est-elle enclenchée et avez-vous trouvé l'oiseau rare? Je vais commencer par la deuxième question. C'est plus qu'enclenché, c'est fusionné. Donc la fusion est effective. Nous avons au niveau de cette agence une direction par intérim. Et nous avons au niveau de l'agence de l'ADD une direction par intérim. Vous savez, ce sont deux agences stratégiques. Donc il faut trouver l'oiseau rare et que l'oiseau rare soit approuvé par Sa Majesté, comme vous le savez bien. Donc c'est en cours. Nous sommes en pleine structuration de cela, mais cela n'empêche pas que les instances fonctionnent. Concernant la charte d'investissement, en effet, nous avons une charte qui date de Mathusalem. Nous y travaillons depuis un peu plus de 2 ans. J'avais présenté les grands axes devant Sa Majesté en 2016 et nous partageons, c'est un travail collaboratif extrêmement important avec l'ensemble des structures intéressées, y compris au sein du gouvernement. Nous ne sommes pas toujours alignés sur les démarches parce que chacun doit jouer son rôle. Le ministre des Finances a à défendre sa capacité de garder le pays solvable. Le ministre de l'Investissement, il est déconnecté. Moi, plus il me donne d'argent à donner aux opérateurs, plus ça marche, jusqu'à un certain point. Il faut savoir que depuis 2015, le ministère de l'Investissement et le ministère des Finances ont introduit dans les lois de finances plus exactement, 129 mesures ont été intégrées par les lois de finances successives. Le ministère de l'Investissement se doit d'y travailler. Il n'est pas seul, avec tous les autres ministères. Parmi ces 129 mesures, il y a 41 mesures qui concernent l'investissement et la compétitivité. Et je peux vous dire que ce sont des mesures qui sont arrachées âprement parce qu'il faut qu'il y ait un débat en disant si cette mesure, on la donne, est-ce qu'elle a vraiment un effet? Première question. Et si on met en place cette mesure, est-ce qu'on ne détruit pas le budget? Parce que c'est problématique. Alors, eh bien, nous avons réussi quand même à maintenir les équilibres avec 41 mesures, pas simples toutes, qui donnent, avec une démarche de fond, une trame de fond, c'est l'accompagnement de l'investisseur, de l'entrepreneur, pour l'acte d'investir. Je fais partie des gens, même en tant qu'ex-président de la CGM ou opérateur, ayant été à l'origine de la baisse, pas à l'origine, je l'ai piloté la baisse. Il y avait Sizrenoun qui était en face de moi, n'est-ce pas? Avec des promesses qu'on n'a pas tenues la deuxième, mais bon. On avait 2 promesses, c'est qu'on a baissé l'IS de 35 à 30, et on avait réfléchi à le baisser à 25, et on a eu, CGEM, la décence de ne pas revenir vers l'État pour demander la mise en œuvre de ce qu'on avait obtenu ensemble. On n'est pas revenu vers vous, État dans le temps, pour vous dire appliquez le 25%.
Parce que les opérateurs ne sont pas fous. On a vu que la situation économique n'était pas bonne, on a levé le pied. Donc, ces 41 mesures sur lesquelles je reviens n'ont pas baissé les recettes d'impôts, et c'est important, parce qu'après, quand je reviens discuter avec Sibin Chaboun, première réaction qu'il va me dire, c'est qu'on ne peut pas détruire le budget de l'État. Eh bien, la recette globale a progressé entre 2015 et 2018 de 17%, l'IS de 21,7% et l'IR de 18,5%. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons une pression fiscale la plus faible possible. On est d'accord, moi en tant que ministre de l'Investissement, c'est ce que je veux. Et vous en tant qu'opérateur, c'est ce que vous voulez. Maintenant, on va oublier que Sibin Chaboun est avec nous. 2 minutes. N'est-ce pas, Sibin Chaboun? Sibin Chaboun, je disais qu'on va oublier que vous êtes là avec nous aujourd'hui. 2 minutes. Et on va se parler entre nous, opérateurs, n'est-ce pas? Ou en tout cas, responsables de l'investissement et les opérateurs. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous demander pour terminer, c'est de vous adresser aux opérateurs. Alors profitez-en. D'accord. Eh bien, ce que je dois vous dire, et je sais que Ben Chaboun ne nous écoute pas, donc ça va, c'est que pour qu'on puisse obtenir des choses qui nous intéressent, la baisse de la pression fiscale globale, il faut qu'il y ait des effets non pervers. Parce que si on baisse la pression fiscale, on peut tuer le pays. On peut tuer le pays. Pour que je sois crédible en allant me battre auprès du ministre des Finances, il faut que l'assiette puisse s'élargir et que les contributions soient là. Or, on connaît, vous et moi, le ministre des Finances ne connaît pas, mais ce n'est pas grave, le comportement qu'on peut avoir parfois. Si l'assiette ne s'est pas élargie et si l'éthique globale n'est pas là, on a un problème. On ne pourra pas baisser des 30 à 25, c'est notre souhait à tous, on est d'accord. Mais il y a un travail à faire. Quel est le travail, à mon sens? Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. C'est qu'on puisse pousser à ce que le système change. On parle de travailler avec des transferts d'argent par portable. On dit oui, mais c'est pour les pays développés. Lorsqu'on regarde l'Inde, l'aumône est donnée aujourd'hui de portable à portable. Quand vous avez un mendiant dans la rue, vous voulez lui donner 2 pièces, vous lui donnez par transfert électronique. Chaque être humain, chaque individu a un compte bancaire sans frais, pratiquement à la naissance. Donc il faut qu'on aille vers cela pour avoir plus de transparence. Plus de transparence générale fait qu'on peut exiger et demander une baisse d'impôt générale. Évidemment, pour que ça marche, il ne faut pas qu'on sombre à la sinistrose. Et ça, je réinsiste là-dessus. Parce que quand on se réveille le matin et qu'on s'auto-contamine en disant que rien ne va, et que le pays va s'écrouler demain, je rappelle que j'ai presque 60 ans. Non, c'est TTC, pas hors taxe. Donc, je m'approche des 60 ans, et depuis que je me souviens, on m'a toujours dit, sois très prudent, cette année est une année très grave, le Maroc va s'effondrer. Ça vous parle, ça, non? Donc, je crois qu'il faut faire attention à sombrer là-dedans, parce que quand je me réveille le matin et que mes affaires vont bien, et que je rencontre des gens et je leur dis « c'est bizarre, l'État, la situation, l'économie, etc. » Tous les gens que je croise le matin sont des clients potentiels qui ne sortent plus leurs sous, qui ne bougent plus, qui n'investissent plus. Et c'est un cercle, ça me revient. Aujourd'hui, je contamine, après-demain, je serai contaminé. Donc, pour que la pression fiscale baisse, et c'est ce que nous voulons, on veut que la pression fiscale baisse, il faut que ça s'élargisse et que ça devienne plus grand, que le gâteau devienne plus grand. Mais si on s'auto-contamine avec des choses qui sont vraies, je veux bien. Ça me dérange, mais je veux bien. Mais avec des fake news, où on délire sur des choses de ça va s'effondrer demain, le pays va disparaître, l'économie s'est arrêtée, il n'y a plus rien. Subhanallah, quand je vois les comptes bancaires, ils n'ont pas disparu. Quand je vois les activités, elles tournent encore, etc. Mais elles tournent moins parce qu'il y a une crise. Oui, parce qu'il y a une crise mondiale qui a un impact sur nous, oui.
mais elles peuvent tourner moins parce que je me suis auto-contaminé. Moi, c'est cette autocontamination qui, personnellement, me dérange au niveau de mes gènes. Je suis très dérangé sur l'autocontamination et elle est grave. Et plus, je terminerai là-dessus, un jour, j'étais secrétaire général de l'ONA, le MEDA d'aujourd'hui. Et il y avait un couloir entre la présidence et la BCM, dans le temps tijari d'aujourd'hui. Il y avait Abdelaziz Al-Alami, que Dieu ait son âme, qui était président de la BCM. Donc je traverse le couloir, j'arrive dans son bureau, et je lui ai dit « catastrophe ». Et catastrophe. C'est la première fois dans l'histoire, parce que ça c'est une phrase que vous connaissez, donc je l'utilisais moi. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc que la consommation des denrées de première nécessité sont en chute, l'huile, le sucre, le lait, etc. Ou d'abord, c'est dramatique. La première chose que tu dois faire, c'est te taire. C'est le premier commentaire. La deuxième, c'est de réfléchir comment on peut soigner si le mal est vrai. Vérifions d'abord. Ce n'est pas parce que conjoncturellement, il y a quelqu'un, la rentrée des vacances, il y a un problème sur toi. Il m'a dit, si jamais on commence à nous entendre, à nous écouter tous, à dire tout va mal, même sur les fondamentaux sains, ça ira très mal. Donc sois prudent. Ne dis que ça va mal que quand ça ira vraiment mal. Alors regardons ensemble. Évidemment, la petite grippe qu'il y avait au niveau de la consommation s'est dissipée. Moi, j'étais convaincu, comme tout opérateur chevronné, que c'était la fin des haricots. On est d'accord. Donc je voyais que l'économie allait s'arrêter, que le cœur n'allait plus battre, etc. Eh bien, quelques semaines après, la consommation a redémarré, tout allait bien. Je n'ai jamais oublié, ça doit faire 20 ans que cet épisode s'est produit, je n'ai jamais oublié cette leçon en me disant il ne faut pas faire des fake news inverses, de dire tout va bien, Madame la Marquise, quand ça va mal. Mais surtout ne pas dire que tout va mal quand quelques éléments vont bien. Il faut distinguer en disant ça va bien, surtout ne le soignez pas, et ça va mal, s'il vous plaît, soignons-le. Et dès que vous êtes dans cette logique-là, sachez que vous aurez une écoute totale et je suis personnellement à votre service. Merci, Boulerfed. Je pense que c'est un bon rebondissement sur la question de départ, sur où ça va mal et où ça va bien. Moi, je vous dirais, parce que vous avez emprunté un couloir pour aller chez Abdelaziz Al-Alami, le prochain couloir sera de venir ou revenir à la CGEM pour vous réunir avec les opérateurs qui vont certainement préparer leur dossier de manière rigoureuse pour pouvoir enclencher des process avec vous. Et c'est pour quand la prochaine visite ? Avec le plus grand bonheur, convoquez-moi, ne m'invitez pas, je serai au rendez-vous. On le convoquera. Merci, merci Boulerfed. Merci. Merci. Il n'était pas là, il vient d'arriver, il n'a pas entendu tout ce que tu as dit. J'invite Si Mohamed Benchaboun, nouveau ministre de l'économie et des finances. Nouveau ministre. Alors, encore une fois, je vais devoir dire à un ministre qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on revient chez soi. Parce qu'il y a quelques semaines, vous étiez encore membre du conseil d'administration de la CGEM. Bien. Bonjour à tous, monsieur le chef de gouvernement, messieurs les ministres, chers amis. D'abord, c'est un réel plaisir d'être là. Ce n'est pas la première fois que je passe de la sphère privée à la sphère publique. Ce que ça m'interpelle, c'est la réflexion suivante. Nous avons besoin d'approfondir la réflexion sur la mise en place d'un dispositif pour créer les conditions d'encouragement de ce passage entre le secteur public et le secteur privé, dans les deux sens. Aujourd'hui, plus que jamais, alors qu'il y a des réformes importantes à mener, nous avons besoin de hauts profils qui ont fait leurs armes dans les différents métiers de la sphère privée et que
au sein de l'administration, nous n'en avons pas forcément. Et donc, je pense que cela permettra d'abord de conduire de manière accélérée ces réformes et de l'autre côté, facilitera certainement la communication et les passerelles et la compréhension entre ces deux mondes. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne fait pas longtemps que je suis là, donc je ne prendrai pas autant de temps que mon ami Moulay Hafid, qui lui a 4 années de recul au sein du ministère. Mais ce que j'ai pu constater en très peu de temps, c'est que, je peux vous le résumer en une phrase, nous avons besoin pour notre pays d'accélérer le rythme de la croissance, pour une économie plus forte, pour une économie inclusive. En une phrase, c'est ce que je pense aujourd'hui comme devant être la priorité du moment, pour la simple raison que, d'un côté, c'est le seul moyen qui permettrait d'apporter une réponse à la problématique de la création d'emplois pour nos jeunes, et de l'autre côté, c'est ce qui permettrait de dégager des marges budgétaires pour apporter des réponses à un certain nombre d'attentes devenant urgentes mais légitimes de la part de nos concitoyens. Elles concernent bien évidemment l'éducation, la formation, la santé, mais également et surtout la réduction des disparités sociales et spatiales. Nous avons donc besoin, pour accélérer ce rythme de croissance, nous avons besoin évidemment de beaucoup plus d'investissement. L'investissement public, avec toutes ses composantes et ses démembrements, n'est pas suffisant. Il faut que tous les amis ici autour de la table, ces opérateurs économiques, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, comprennent que c'est en agissant ensemble, en se faisant confiance, en investissant, qu'on va pouvoir créer les conditions pour que le développement national, qui a été appelé à plusieurs reprises par Sa Majesté le Roi, dans différents discours, puisse s'opérer. Donc si j'ai un message aujourd'hui, un premier message à passer, c'est bien celui-là. Faisons-nous confiance pour aller de l'avant, et je peux vous dire très concrètement quelles sont les mesures à court terme qui peuvent être menées pour asseoir cette confiance, pas pour l'installer définitivement, mais pour apporter un certain nombre de réponses concrètes à des nœuds que je pourrais qualifier de nœuds gordiens qui sont installés depuis un certain temps. Je pourrais citer peut-être 2 ou 3. La problématique du crédit de la TVA, les délais de paiement et, ça a été cité tout à l'heure, l'accès au financement pour l'entreprise de manière générale et plus particulièrement pour la TPE et la PME. Alors si Stephen Chabon, j'aurais souhaité ne pas rentrer avec vous dans des éléments de détail, mais vous venez d'être nommé, donc vous avez besoin de temps pour pouvoir ingurgiter. Vous n'avez pas les 4 années de route. Mais il n'empêche que, et d'ailleurs ce serait à l'avenir une recommandation pour que les ministres de l'économie et des finances soient nommés au mois de janvier, février, mars, et éviter qu'ils tombent à un moment où c'est la préparation d'un dossier qui est important, qui est la loi de finances. Donc sans rentrer dans le reste des dossiers que vous avez en main, je ne citerai que la révision du code de la douane, la réglementation de change, la promotion du partenariat public-privé, et d'autres qui sont inscrits dans le partenariat public-privé, à travers le comité entre la CGM et le gouvernement. Mais sur la loi de finances, encore une fois, sans rentrer dans les détails, est-ce que, avec le recul que vous avez aujourd'hui, vous avez votre vision en matière de politique économique qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions de manière à régler ou à enclencher la croissance dont vous avez parlé? Il y a un certain nombre de points qui ont été évoqués tout à l'heure en arrivant, notamment par Safir, en tout cas celui que j'ai écouté, tout ce qui concerne les conditions qui permettraient de favoriser le climat d'investissement, d'améliorer le climat d'investissement dans son ensemble. Je citerai quelques exemples. D'abord, la facilitation des procédures, de manière générale, la réduction des délais de traitement des dossiers, la transparence dans la relation à l'entreprise et naturellement un recours massif, et
Et ça a été dit ce matin, un recours massif à l'utilisation des technologies de l'information dans la préparation de tout cela. Mais au-delà de ce travail qui doit être fait, d'un certain nombre d'axes qui aujourd'hui constituent probablement le socle autour duquel nous allons bâtir ce plan de développement national qui a été évoqué. Je pense qu'il faut se libérer ensemble de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que les opérateurs économiques évoquent la problématique, par exemple, du crédit de TVA. Et donc aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, pour être pragmatique, nous prenons l'engagement de rembourser tout le passif qui a été constitué au fil des années et nous prenons l'engagement de respecter effectivement les conditions qui sont dans les textes actuels, à savoir le remboursement dans des délais qui sont d'ailleurs dans les textes de quelques mois. Nous avons la problématique des délais de paiement, ça a été repris effectivement par la presse, c'est un sujet effectivement important parce qu'il pompe les liquidités de l'entreprise et peut conduire effectivement à parfois même à la liquidation de certaines d'entre elles. Sur ce dossier, évidemment, il y a deux points qu'il faut souligner. Le premier, c'est que il y a l'État, les collectivités locales d'un côté, et il y a les établissements et les entreprises publiques de l'autre. Si pour l'État et les collectivités locales, en examinant les dossiers, nous allons pouvoir trouver assez rapidement des solutions, pour les entreprises et les établissements publics, la problématique est plus importante et plus complexe. Et je vais donner juste un ou deux points de précision pour comprendre. Certains établissements ont besoin simplement d'améliorer leur process de gestion pour que les délais de paiement soient améliorés. Et donc nous avons mis en place un mécanisme qui permet d'assurer le monitoring de ces délais de paiement et une surveillance de très près pour que tout cela se fasse de manière beaucoup plus rigoureuse que par le passé. En revanche, il y a certains établissements et entreprises publiques qui sont dans une situation à leur tour de trésorerie qui est compliquée et il y a besoin d'engager des réformes en profondeur pour pouvoir dépasser la situation. Et ce que nous allons faire, et nous allons l'inscrire probablement dans les projets de loi de finances chaque fois en tout cas que c'est nécessaire parce que souvent il y a des textes qui régissent ces établissements, nous allons engager ou enclencher le processus qui permet effectivement de préparer tout cela. Cela permettra, et je souhaite insister là-dessus, cela permettra à très court terme à vous, opérateurs, de saisir un certain nombre d'opportunités pour s'insérer dans ce processus et pour probablement, et c'est notre souhait, que vous puissiez apporter la gouvernance du privé pour accélérer le rythme de croissance, apporter des liquidités supplémentaires qui permettent de se libérer uniquement des besoins de l'État et des deniers publics. Le troisième point, c'est que nous allons effectivement, vous l'avez souligné dans votre question, tout ce qui concerne les partenariats publics-privés, auxquels nous n'avons pas eu recours suffisamment par le passé. Il y a eu quelques exemples, d'ailleurs réussis, mais qui ont besoin d'être, là encore, accélérés pour qu'on puisse ne pas freiner ou inhiber le rythme d'investissement du public. Et nous avons remarqué au niveau du texte qui existe actuellement qu'il y a un certain nombre de limitations qu'il faut dépasser. Et donc, dans les semaines à venir, nous allons examiner en Conseil de gouvernement des modifications de ce texte qui permettent d'avoir davantage de souplesse pour réaliser encore plus d'opérations en ayant recours à ce mécanisme. Alors, c'est Ben Chaboun, sur la partie fiscalité, puisque c'est le dossier qui est en priorité engagé, même si Moulahfed Mahadami m'a dit pose-lui toutes les questions parce qu'il a très très vite enclenché le... Il m'a soulagé, c'est très bien. Il sait tout, parfait. Alors, la question qui va venir, c'est que la fiscalité locale, je comprends que ça demande probablement un peu de temps et qu'on envisage de l'évoquer lors d'assises dans le futur. Les délais de paiement, vous avez réglé, je dirais, il y a une très grande discussion là-dessus, vous avez même pris des décisions vis-à-vis des institutions publiques pour qu'elles payent à temps, et vous avez même demandé lors de la réunion que
les institutions privées fassent la même chose vis-à-vis de leurs fournisseurs. Une question sur les impôts de manière générale. Je sais que la pression sur les impôts, je sais que la pression est là, que vous avez probablement une orthodoxie financière à respecter. Nous sommes sous le regard des instances, nous avons des ratios qu'il faut respecter, mais en même temps, les attentes des opérateurs font qu'il faut lancer le process, il faut lâcher. Alors, et ils craignent que le peu de temps que vous avez ne vous permette pas de prendre des risques qu'il faut en investissant, même en situation difficile, et d'aller chercher les réductions ou les économies ailleurs. À titre d'exemple, vous avez une loi organique des finances qui vient après la loi fondamentale et qui normalement est opérationnelle à partir de 2018 et qui fait que chaque investissement public doit faire l'objet d'une évaluation. Est-il pertinent ou pas? Est-il rentable ou pas? N'allons pas nous engager? Et probablement qu'on pourrait voir des montants récupérés pour financer vos besoins sociaux, etc. Même chose pour ce qui est des investissements en infrastructure. Je pense que vous dépensez globalement, je crois, 200 milliards de dirhams par an en infrastructure. Beaucoup se disent, est-ce qu'on pourrait limiter un peu les infrastructures en construction au profit de l'immatériel, de la formation, du capital humain, et ne serait-ce que prendre juste 10% de ces montants, les orienter vers du capital productif, vers quelque chose qui va être rentable, plutôt de continuer dans le même process qui dure depuis des années. Il est évident qu'il y a une réflexion importante à mener pour opérer les choix pertinents d'investissement. Et je pense que ça doit être un des axes fondamentaux autour desquels il faut organiser cette nouvelle vision de plan de développement national. Quand on regarde les investissements en termes d'infrastructures, évidemment, je crois qu'il faut faire la part des choses. D'un côté, vous avez des investissements qui sont rendus nécessaires parce que les besoins des populations sont là, comme les barrages, le plan national de l'eau, etc. Et ça se chiffre en centaines de milliards de dirhams sur une dizaine d'années. Et c'est des investissements qui sont incontournables. Seulement, il faut que le modèle de développement soit davantage revu par rapport à ce qui s'est passé jusqu'alors peut-être, pour qu'on puisse en assurer la viabilité économique. Parce que même si on envisage ces investissements dans le cadre d'un partenariat public-privé, si économiquement ça ne tient pas la route, ça coûte cher in fine. Et donc, il faut que les business models ou les plans d'affaires qui sont derrière ce genre d'investissement soient évalués proprement. Et le mécanisme de financement, évidemment, ça devient juste un outil qui permet de réaliser l'opération. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, nous, ce qu'on pense, c'est que le secteur privé a un potentiel extrêmement important pour aller plus loin en matière d'accompagnement de ces investissements. En tant que secteur marocain, privé marocain, et en tant que secteur privé marocain capable d'assurer ou de chercher des partenaires à l'international pour réaliser ces investissements. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que de plus en plus, il y ait un travail dans 3 directions. La première, c'est de dire il faut qu'on prépare pour la PME un cadre de par la loi, c'est-à-dire on monte d'un cran par rapport à ce qui existe aujourd'hui, pour lui permettre de créer, d'avoir un cadre de fonctionnement beaucoup plus favorable que ce qu'elle a eu jusqu'à présent. Donc l'équivalent de ce qu'on appelle un Small Business Act, qui est une loi qui permet évidemment de regrouper l'ensemble des avantages qui concernent la PME. Alors je pense évidemment à l'accès à la commande publique, mais je pense également à tous les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour assurer l'accès au financement. Et hier encore, je parlais avec le directeur général qui est avec nous, d'ailleurs, M. Sagrini de la CCG, et on s'est mis d'accord pour travailler dans 2 directions. La première consiste à regrouper
tous les mécanismes de garantie qui existent aujourd'hui, en nombre de 12, pour les ramener à 2. À 2, pour que la communication vis-à-vis de la PME soit simple et compréhensible. Et que la mise en place de ces mécanismes, par le système bancaire en particulier, soit également facilitée. Alors, les 12 programmes, je ne vais pas les détailler, mais globalement, on veut simplement un fonds de garantie pour la trésorerie ou pour les besoins en fonds de roulement, un fonds de garantie pour l'investissement. D'accord ? Donc, ça ne sera que ça. Et il y aura un certain nombre de conditions, et je vous demande de me suivre là-dessus, des conditions qui seront de plus en plus favorables chaque fois que la gouvernance est améliorée. Chaque fois que la gouvernance est améliorée. Et l'appréciation de la gouvernance ne se fera pas par l'État, mais on va la confier simplement à des auditeurs externes, à des commissaires aux comptes qui vont évaluer. S'il y a de l'amélioration, il y aura le taux de garantie sera meilleur, les conditions d'accès à ce garantie, c'est-à-dire les commissions qui sont prélevées, seront réduites. Voilà, comme le fait d'ailleurs le système bancaire, et on pense qu'avec ces regroupements, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que nous avons jusqu'à présent. Dernière chose, dans cette même catégorie d'outils sur lesquels on essaie de travailler, c'est pour l'adresse de la TPE. On a une partie de la TPE qui est effectivement gérée par le monde bancaire, une partie qui est gérée par les associations de microfinance. Et il y a la microfinance est plafonnée aujourd'hui à 50 000 dirhams. Et donc on se retrouve avec quelques centaines de milliers de TPE qui sont dans un no man's land, c'est-à-dire dans une situation où ils ne peuvent être financés ni par les uns ni par les autres. Et donc j'ai demandé à ce qu'on introduise une modification de la loi qui permet de faire en sorte qu'on relève ce plafond, que ces TPE puissent être financées également par les AMC, c'est-à-dire les associations de microfinance, et que la CCG puisse apporter une contribution qui permet à des taux réduits de globalement baisser le taux de financement pour la TPE. Merci. Donc des possibilités de financement pour les entreprises. César Renaud en parlait tout à l'heure avec les nouveaux produits que va engager la CDG. Mais maintenant, votre expérience en tant que banquier va-t-elle amener, vu du ministère, à probablement une relecture de l'action ou du rôle de la banque dans le financement, peut-être directement ou à travers des relais? Et deuxième question, cet esprit de concertation qui est très intense pendant la loi de finances, où il y a des débats, où on prépare le PLF, il y a un comité qui est désigné pour travailler avec l'équipe des finances qui sont là. On a eu quelques interventions hier là-dessus. Est-ce qu'il peut y en avoir aussi de manière permanente avec le ministère des Finances? Alors, je vous donne un exemple. Hier, nous avions 10 ateliers. 10 étaient pleins. Mais il y en a 2 on n'avait plus de place pour les personnes. C'est celui du digital et celui de l'intelligence artificielle. Et la grande question qui est évoquée, c'est que dans les années à venir, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître du fait de la robotisation et de tous ces problèmes, et que si nous ne sommes pas dans une logique de vision, avec une prise en compte, quels que soient les efforts que vous allez faire dans la lecture du rôle du gouvernement pour réduire le chômage, pour créer de l'emploi, la vitesse de disparition d'emplois va être encore plus rapide. Je prendrai un autre exemple, qui est celui qui a été évoqué, celui de la donnée, les data. Vous êtes probablement le ministère qui a le plus d'informations concernant les citoyens, les entreprises, les opérateurs, tous ceux qui sont actifs, parce que vous êtes amenés à les accompagner, à les imposer, à les suivre. Nous avons un grand souci par rapport à la maîtrise de notre data, qui aujourd'hui est gérée par les GAFA, par d'autres acteurs en Chine, etc. Est-ce que vous intégrez ça dans la lecture de votre projet de loi pour initier une impulsion avant qu'il ne soit trop tard, pour enclencher une facilité avant qu'il ne soit trop tard, ou devrions-nous peut-être envisager un projet de loi de finances et puis réserver une partie, ce qu'on appelle tout ce qui est incertain et que l'on peut gérer de manière opérationnelle et rapide? Alors, il y a 2 volets dans votre question. Il y a un qui concerne la banque et un autre qui concerne le monde digital et les évolutions futures. Je commencerai peut-être par le deuxième. Il est évident que
le monde est en train de s'acheminer vers une révolution qui est en train de se préparer, évidemment, sous l'impulsion des GAFA, et qu'il y a un certain nombre de tendances irréversibles et contre lesquelles aucun pays ne peut s'opposer. C'est comme un tsunami qui est en train d'emporter avec lui, dans son passage, tout ce qui s'y trouve. Je voudrais vous dire la chose suivante. Le projet de loi de finances, pour les quelques jours qui restent, ne peut pas traiter de cette problématique. En revanche, nous sommes clairement conscients du fait que ce sujet doit être adressé avec davantage de dynamisme pour que le Maroc ne rate pas une vague ou un train qui est en train de passer et qu'on ne monte pas dedans. Le fait que vous souligniez qu'il y ait peu de présents hier à ces deux ateliers montre à l'évidence que le niveau de conscience par rapport à ce souci n'est pas à son apogée encore. Il y avait un maximum de monde, je disais. Ah d'accord. Non, on n'a pas pu faire accéder tout le monde dans la salle. Il y avait beaucoup de salle. monde, donc tant mieux. C'était plein. Les jeunes, d'ailleurs, de l'ISCAE étaient là, mais y compris les chefs d'entreprise. Très bien. Donc, moi, ce que je pense, c'est que d'un côté, l'État a pris conscience de la chose et on voit qu'il y a un certain nombre de projets structurants qui vont conditionner la vie des citoyens et des entreprises à l'avenir. Certains ont été cités ce matin pour ce qui concerne la relation, par exemple, de l'entreprise ou de citoyens à l'administration. Il y a d'autres qui sont en train de se préparer, comme le registre social unifié, qui va concerner des millions et des millions de populations. Et donc, naturellement, l'usage des technologies par les citoyens sera leur quotidien. Et donc, c'est une transformation en profondeur qui va s'opérer au sein de la société marocaine par la force des choses. Et la deuxième chose qu'il faut noter, c'est que dans notre pays, nous avons un taux d'utilisation des mobiles qui est extrêmement élevé, un des meilleurs au niveau de la région à laquelle nous appartenons. Et puis nous avons un taux d'équipement en smartphone qui permet effectivement un usage fort des applications nouvelles qui est également très élevé. Et par conséquent, nous avons les ingrédients pour le faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on prépare les conditions pour qu'il y ait l'émergence d'une pépinière d'entreprises capables de prendre sa part dans cette nouvelle économie. Et pour cela, ce n'est pas cette loi de finances, évidemment, encore une fois, qui pourrait le traiter, mais évidemment, il faut des réunions spécifiques, une concertation avec les concernés pour préparer la plateforme nécessaire pour ce faire. Concernant les banques ? Alors, concernant le système bancaire, je crois que je parlais tout à l'heure de la relation à la PME. Et je crois que c'est le nœud du problème, parce que la grande entreprise se finance sans aucun problème. La PME, d'abord organisée. La PME, qui a une gouvernance appropriée, se finance sans problème. Et non seulement ça, mais je peux vous dire, pour avoir exercé pendant plus de 10 ans à la tête d'une banque, qu'il y a beaucoup de ces PME qui accèdent au crédit sans aucune garantie. Et ce qu'on veut faire en passant par la CCG, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu de mettre en place un mécanisme qui fait que la PME ait intérêt à aller vers cette gouvernance parce qu'il y a des avantages qui vont être alignés en face. Parce qu'on va pouvoir lui permettre d'accéder à de nouvelles sources de financement, parce qu'on va lui baisser les conditions tarifaires, parce que, etc. Donc c'est le sens de ma requête envers vous. Allons ensemble vers une gouvernance meilleure, mettons en place les mécanismes qui permettent de faire en sorte que la structure bilancielle des PME s'améliore un peu. Et je disais encore hier dans une discussion dans ce cadre qu'il faut qu'on puisse mettre en place des mécanismes qui améliorent les fonds propres des PME. Parce que souvent, le vrai souci, c'est que nous avons 90% de nos PME qui sont sous-capitalisées.
Et j'ai demandé à ce qu'on mette en place, là encore, un mécanisme qui permet non pas de rentrer dans le capital, parce que c'est difficile et ça n'est pas accepté par la majorité des PME, notamment qui ont un caractère familial, mais de mettre en place quelque chose qui ressemble aux fonds propres, qu'on appelle des quasi-fonds propres, c'est-à-dire de la dette subordonnée, et de la financer à des taux intéressants. Le fait qu'on puisse faire ça permettra d'améliorer la structure bilancielle de la PME et de lui permettre par ricochet tout de suite d'accéder au crédit bancaire. Donc évidemment, mon expérience bancaire, puisque vous y faites allusion, me fait dire qu'il faut envisager ce genre de mécanismes qui permettront probablement pas de dépasser à 100% le problème de l'accès au financement, mais de faire en sorte que plusieurs dizaines de milliers de PME puissent y accéder à l'avenir. Yassine Benchabour, nous n'allons pas mettre plus de pression en sachant que vous avez besoin de temps pour intégrer le reste, mais je sais que plusieurs des dossiers vont être programmés pour 2019, qu'il y a beaucoup d'intentions en termes de concertation et d'échange, mais les opérateurs privés ici veulent aussi que vous ne mettiez pas trop de pression non plus, notamment sur le plan fiscal, parce qu'il y a des attentes et que la relance ne se fera pas s'il n'y a pas une prise en compte des ingrédients nécessaires pour que cette relance se fasse. Alors adressez-vous peut-être à ces opérateurs et dites-leur qu'est-ce que vous leur préparez sur ce PLF. Ce que je prépare, ce que j'attends d'eux. Ce que j'attends des opérateurs, c'est que d'un côté, l'État s'engage et respecte ses engagements, comme je viens de le dire, et de l'autre côté, les opérateurs, à leur tour, investissent et dans un cadre éthique et de confiance. C'est tout. Merci. 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 Nous arrivons à un moment où nous allons voir la personnalité qui coordonne l'action gouvernementale, monsieur le chef de gouvernement, c'est Saadine Al-Othmani. Je vous demande de venir et je vous demande de l'applaudir parce qu'il arrive de 2 voyages importants et il a tenu à venir aujourd'hui. Merci, monsieur le chef du gouvernement. Je sais que vous avez tenu à venir ce matin, malgré un problème de santé, de genoux, malgré des voyages, puisque vous arrivez des Nations Unies et que vous avez dû représenter le Maroc à New York. Vous avez devant vous les opérateurs économiques, 2 ministres qui sont en interaction permanente avec les opérateurs économiques sont là. Ils attendent de vous un discours. Ou les ministres? Les opérateurs. Les ministres sont avec vous. Et donc sont là et attendent de vous peut-être l'impulsion dont ils ont besoin pour aller plus vite, pour décider, pour arbitrer. Je vous laisse intervenir et ensuite je reviendrai vous poser des questions. Shukran. Merci, shukran jazilan. Malgré qu'on m'a préparé un petit discours en français, je vais parler en arabe. Pourquoi? Les messages essentiels ont été dits. Les répéter en français, ça ne sert à rien. Je dois les traduire en arabe. أولاً كنشكر جميع الإخوة والأخوات في CGM. Je les remercie. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont offert cette opportunité. كنحيي اتحاد المقاولات المغرب على الجامعة الصيفية وكنحييهم على إتاحة هذه الفرصة وكنقول أهم رسالة وخا نعاودوها مئات المرات هذه بلادنا جميعا كلنا خصنا نتعاونوا المستقبل نبنيو المستقبل ديالها إما نحلوا المشاكل إذا كاينة مشاكل وكاينة وإما نفتحوا أوراش جديدة دو نوفو شونتيي ديال المستقبل باش نبنيو المستقبل. إذن هذا النقطة الأولى وما خصناش نحسوا بأن احنا أطراف. طرف كيخدم وطرف آخر كيطالب
ولا شي حاجه، لا. حنا كوم ادي مسيو لو مينيستر، حنا في قارب واحد، في قارب واحد. خصنا نتعاملوا ونتعاونوا ونخدموا في بواحد النفسيه والعقليه ديال التشاركيه، بارتناريا، ديال التعاون، كوبيراسيون، بيان سور دو ترونسبارونس اوسي، والصراحه، نتعاملوا بالصراحه الكامله دون ان نزيد ولا ان ننقص. وكنحيي السي العالمي انه ركز على واحد النقطه مهمه وديما كنا كنناقشوها وانا ديما كنهضر عليها. مع الاسف الخطاب ديالنا اللي كنديروا، لا السياسيين ولا البرلمانيين ولا رجال الاعمال ولا رجال الاعلام ولا المجتمع المدني، في الغالب فيه واحد سان ديسكور الارميست، فيه واحد البكائيه، واحد السوداويه، التشاؤم، بدلا من يكون واحد الخطاب ديال الواقعيه والامل. الواقعيه في وصف المشاكل ما كاين مشكل، ولكن الامل، والحمد لله بلادنا امور كثيره دارت فيها جهود مقدره، والا علاش المؤتمرات الدوليه كيجيو للمغرب، مراكش، فاس الى اخره، وكيختاروا غير كنقولوا لمراكش كيقول لك صافي حنا نجيو لمراكش، ما يمكنش نمشيو لشي بلد اخر. لماذا بلادنا يستقطب الاستثمارات بواحد الشكل كبير، وفين ما مشينا الحمد لله بلادنا مقدره محترمه. اذا كاين شي حاجه جاذبيه فيها. بالمناسبه المغرب هو البلد الثالث في جاذبيه الاستثمارات الاجنبيه في افريقيا، في افريقيا كلها، وهذا شيء مهم. اذا كاين امور مهمه، كاين امور ايجابيه كتفرح، وهي المستندات اللي زادتوا، المستندات اللي خصنا ننطلقوا منها باش نحلوا المشاكل اللي ما كاين حتى شي مجتمع خالي منها ولا هاوي منها. هذه النفسيه هي اللي خصنا نباشروا بها الامور، ونكونوا بواحد النفسيه ايضا دو كومباتون ديال النضال. وكما قال السي العالمي مره اخرى، روفيان العالمي كاين دي زوبيراتور، وهذا هما مالوروزمون لي زونتربريز اترونجير، كتجي قدام جبل كطحن الجبل، ما كتقولش لك لا. كاين واحد دوطر زوبيراتور كيكون غير شي حجره صغيره، كيقول لك هذيك الحجره غيتعكلني، غادي نطيح ومشاكل، قد لي الطريق عاد نتمشى. راه عقليات مختلفه. خصنا ندخلوا العالم ديال البناء ديال بلادنا من اي موقع حنا منه، اي موقع خصنا ندخلوا بواحد العقليه ديال العمل والنضال والانجاز والمستقبل لمصلحه المواطن المغربي ومصلحه الوطن. هذا الكلام اللي هو متفائل وتيخلينا نظنوا ان رئيس الحكومه متجند مع الفاعلين، مع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وغيرهم. فمعنا ايضا شباب اللي هم هنا. هاد الشباب ايضا تينتظر من رئيس الحكومه انه يتوجه لهم ويتكلم لهم على كيفاش يعني النظره ديالو بالنسبه للمستقبل ديال البلاد ديالهم. طبيعه الحال الشباب في عمق جميع السياسات ديال الحكومه. لما فاش وجدنا مثلا لا البرنامج الحكومي ولا فاش وجدنا لا نوت كادراج الورقه التوجيهيه ديال القانون الماليه 2019 حددنا فيها الاولويات. وهذه الاولويات لا في 2017 ولا اليوم ولا في 2018 ولا في 2019 هي الاولويات حقيقيه وموفين بها بالنسبه للازمه. والشباب جزء اساسي، لان عندما كنقولوا بان الاولويات هي اولا التعليم، ثانيا الصحه، ثالثا التشغيل، رابعا الحمايه الاجتماعيه، هذا هو لو بلوك كي كونستيتيو لا بروميير بريوريتي دو غوفرنمون. فاش كنقولوا هذه الاولويه معنى ماذا؟ معنى ان كلها موجهه حقيقه للشباب، للتكوين ديال الشباب، لايجاد الشغل للشباب، لمواكبه الشباب اللي بغاو يديروا المقاولات ديالهم، لدعم الشباب وغيرها من السياسات. فوضعنا كاين استراتيجيات في هذا الشيء. صحيح يقول لك دابا حنا ثاني باش نقول ثاني واحد القضيه،
هنا كيقلقنا واحد شويه. مثلا انا كرئيس حكومه الشهرين الاولى بدا كيقول لك لا ما درتي والو وبزاف، خلينا بعدا غير واحد عام ونص عامين ونشوفوا. ولا كيقول لك وانت ما درتي والو في هذه، وهي خصها 3 سنين باش تطلع. طبيعي خصنا. فلذلك لان كثير من الامور اللي لقيناها ماشي هي نتيجه الحكومه الحاليه، هي نتيجه حكومات سابقه. مثلا عندنا 8 المليون امي، طبيعه الحال هذا عار بالنسبه للمغرب يكون فيه 8 المليون امي تقريبا. ولكن هاد 8 المليون الامي اليوم اللي عنده 25 سنه متى خرج من المدرسه؟ خرج من المدرسه على الاقل هذه 10 سنين ولا 15 عام، على الاقل تقريبا 10 سنين و15 باش خرج من المدرسه. اذا هذه اميه الى ايتي كولتيفي، يعني دارت على واحد المسار طويل. ولكن حنا تجندنا من النهار الاول، عطينا دفعه للوكاله الوطنيه لمحاربه الاميه، حاولنا الالتزامات اللي بقات من قبل متاخره صفيناها تقريبا 80% تقريبا تصفات. في هذه السنه هذه سجلنا لاول مره من المستفيدين في الاميه مليون امي، ما عمر ما وصل هذا العدد، كانت 400,000 700,000 دابا مليون تقريبا المستفيد. حاولنا ما امكن نرفعوا الجوده، نستفدوا من مختلف المتدخلين والفاعلين. دارت شراكات، غير في اخر مجلس الوطني وقعنا 10 شراكات، من بينها مع جهات بالقطاع الخاص، ولكن ايضا القطاعات عموميه، مجتمع المدني وغيرها. وهذا الشيء غادي نطوروه. يمكن هذا الجهد ما كافيش، ولكن كل عام غادي نزيدوا في هذا الجهد. التعليم لما جينا يلا تلونسا دابا تعميم التعليم الاولي. تصوروا ان 700,000 طفل مغربي خارج التعليم الاولي بريسكولير 700,000 50% ديال لي بوبولاسيون اللي خصهم يكونوا في التعليم الاولي خارج التعليم الاولي. ما يمكنش نهضروا على جوده التعليم، على الشباب ديال المستقبل، بلا ما نحلوا هذا المشكل. فعلا دار البرنامج ديال التعميم واصلاح التعليم الاولي. هذا العام 100,000 غادي يدخلوا في 4,000 قسم جديد، وكل سنه غادي نوسعوا. عندنا برنامج ديال التعليم الاولي، بمعنى كان برامج، ولكن هذه البرامج اللي هي استراتيجيه ما كتعطيش النتيجه ديالها فورا، كتعطي النتيجه ديالها بعد مده. هاد لاكسيليراسيون اندستريال دون ا بارلي مسيو لو مينيستر اي لا روندو اوماج ا مسيو جطو ياك كي ا كومونسي لي فروي دو ترافاي ديال سي جطو. يلا كان دابا كنحصدوا بيان سور اي دورتر اوسي، ماشي غير جطو بوحدو تاع اخرين. ولكن هذا واحد مشاريع استراتيجيه كتحتاج لواحد شويه ديال الوقت. فلذلك حنا عندنا العزيمه وعندنا بطبيعه الحال الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل. وغادي دار واحد المناظره، واحد ماشي مناظره هي، ولكن لقاء الوطني للتشغيل والتكوين فهمتيني، لومبلوا لا فورماسيون دون ا بارلي سا ماجيستي دون لو ديرني ديسكور فهمتيني اون ديسمبر ان شاء الله. وهذه غادي تعطي دفعه لهذيك الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل اللي كتصب كلها في محاوله حل هذا المشكل ديال الشباب. لان المدخل الاساسي ديال محاربه الفقر شنو هو التشغيل، التعليم والتشغيل. الا ما كاينش هاد الجوج الفقر غادي يزيد ماشي غادي ينقص. دونك اون اون استراتيجي، اون اون فيزيون، اون دي استراتيجي، اون اون فولونتي اوسي. هاد المسائل الثلاث مهمه. الان المقاولين اللي تيواجهوا الاداره او الحكومه عندهم وزراء بالطبع تيتوجهوا لهم باش يفتحوا الاوراش معهم، ولكن بعض الاوقات تيمشيو عند وزير تيقول لهم لا خصها تشوفوا المشكل مع الوزير الاخر، والوزير تيقول لهم لا هذا المشكل عند وزراء اخرى، عند اداره اخرى. وكاين بعض الادارات اللي عندها القوه ديالها والثقل ديالها وتيطلب داك الشيء التدخل ديال الوزير الاول او رئيس الحكومه. تنظن ان في اطار الخليه اللي الان مبنيه ما بين الوزراء، وتنظنش رفتوا عليها شخصيا مع رئيس اتحاد مقاولات المغرب، المطلوب هو تسريع الوتيره باش نلقاو الحلول. الاشياء اللي هي سهله اللي هي يمكننا نشوفوها في 3 شهور، والحاجه اللي خصها حتى 10 سنين ننتظروا 10 سنين، ولكن على الاقل الاشياء اللي سهله تقاد مباشره. ما كاين مشكل، احنا موجودين
أنا أستقبل بين الفينة والأخرى ماشي دائما عدد من المقاولين كنستقبلهم اللي عندهم مشاكل اللي ما استطاعوش يحلوها عن طريق القطاعات المعنية، لأن القطاع أنا دائما عندي واحد القضية وأنا كنحترم الوزراء، كنحاول ما نديرش الخدمة ديالهم، يمكن نتواصل معاهم باش هما يديروا الخدمة ديالهم، ماشي فقط باش ما يحسوش بأني أنا بغيت لا، ولكن أنا عندي دور هذا أيضا دور ديال التحكيم ديال الإشراف العام وديال التدخل. إلا طلب شي طرف نتدخل فأنا موجود، فلذلك مقاولين مرحبا بهم عند رئاسة الحكومة، ولكن ماشي يجيو أول رأسا عند رئاسة الحكومة، وإلا غادي نكونوا بحال هذيك البنيات اللي عندنا والصلاحيات اللي عندهم بحال ما صلح والو، ما يمكنش، لأنه واخا يجي عندي غادي نرجع أنا عند الوزير المعني. ولكن عموما المشاكل اللي كتجيني كنعاود نحاولوا نتدخلوا باش نحلوها ما أمكن. ولكن هاد لا كوميسيون ناسيونال دو لا كوموند بيبليك كنا installée dernièrement est très importante pour les opérateurs économiques. هي واحد اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، هذه راه بدات الحمد لله. هي لجنة فيها عدد من الخبراء يخدموا سواء في الإدارة أو في القطاع الخاص. بالمناسبة هذه اللجنة هي بحالنا واحد اللجنة ديال الطعن ولا ديال الشكاية ديال المقاولين، باقي ما كتستعملش مزيان، يعرفوا بأن كاينة إلا إتي لونسي دوفون لي زوبيراتور ايكونوميك، وهي هنا باش تعطي واحد انافي تكنيك، لأن إلا جاو عندي أنا بلوس بوليتيك، ولكن جو مابوي سور انافي تكنيك سبيسياليزي، يجيو عندها وهي راه كتصيفط لي انا وكتقول لي هذه راه عندهم الحق، هذو ما عندهمش الحق، هذا الراي ديالنا في الاخري، وكنحاول نرجعوا للقطاعات المعنيه، فكنطلب من المقاولات ومن رجال الاعمال يرجعوا لهذا اسمه ما استطاعوا. ولكن بطبيعه الحال انا شخصيا موجود والقطاع ديالنا موجود، وعندنا خليه كتتبع هذه الامور في رئاسه الحكومه. يمكن الدور ديال التحكيم ديالكم غادي يتطلب، لان هناك العمل على مشروع الماليه ديال 2019، فهناك بعض الاقتصاديين اللي تيقولون الا بغينا نواجهوا جميع المشاكل او نسترعوا من وتيره خلق فرص الشغل والاستثمار الى اخره، خاص لابد من نتوجهوا لواحد العجز مالي اللي يكون اكثر من هو اللي كاين. ولكن في نفس الوقت هناك اللي تيقول لا، خصنا هذاك العجز المالي نعاود نرجعوا المنابر اللي هي تتكلم على العجز المالي اللي يكون محدود. فاشنا هي القدره ديال التحكيم ديال رئيس الحكومه؟ لا شوف، اولا انا ما غادي يطلبش مني نحسم في واحد الامر اللي العلماء في العالم حاروا فيه. هذا شي نقاش عادي في جميع الدول وكل شيء كيف يناقش فيه، وحنا عندنا نفس النقاش، فاحنا مفتوحين، احنا ماشي مغلقين، ما عندناش واحد لو دوغم يعني اوني با فيرمي، ماشي مسدودين على الحلول، ولكن حنا غادي نناقشوا والحاجه اللي مناسبه. ولكن ربما سيد وزير الماليه شار شويه لهذه المساله، درنا حاولنا ما امكن نوعوا وسائل التمويل ديال الاستثمار العمومي، هذا اهم من نقش انا نسبه العجز. مثلا هذا البي بي بي اللي من نهار جيت وانا كنجري باش نديروا التعديل ديال هذا القانون، ودابا كما قال السيد الوزير راه قريب، وربما في الاسابيع المقبله غادي ندوزوه في مجلس الحكومه ونصيفطوه للبرلمان، نتمنى يسرع في البرلمان، غادي نطلبوا واحد مسطره التسريع. علاش؟ لانه هذا سيت ان مويان داليجي لو بيدجي دو ليتا، داليجي، وما نمشيش نسبه العجز ضروري، يمكن هذيك حتى هي نزيد فيها شويه، ما عنديش مشكل، ولكن هذا ما عندوش غير هذه الفائده، عنده فائده اخرى، انه القطاع الخاص يكون شريك مع الدوله حتى في الاستثمارات الكبرى اللي كدير الدوله. لماذا؟ الا جيت انا ندير واحد الجامعه كبيره، يجي القطاع الخاص هو ماشي فقط في البناء ديالها وماشي فقط في التجهيز ديالها، ولكن حتى في التدبير والتسيير ديالها، ونجي ونتعاونوا. شرطوا قبيله، ما عرفت شكون اللي شار ولا انتم اللي شرطوا قبيله على لا فورماسيون بروفيسيونيل، على التكوين المهني. احنا فعلا كنشوفوا بانه خصنا نعطيو للقطاع الخاص دور اكبر في التكوين المهني، وهذا الشيء يمكن يكون عن طريق الشراكه ايضا، فهمتيني؟ وهذا غادي يمكن باش حتى الميزانيه ديال الدوله في ميزانيه الاستثمار كتخفف شويه، باش نمشيو للاستثمارات اللي ضروري الدوله ديرهم. انا كاين استثمارات ضروري الدوله القطاع الخاص ما يمشيش ليهم، الدوله ديك الساعه غادي دير الحاجه اللي هي المهمه ديالها الاساسيه والضروريه.
فلذلك احنا اقصى ما يمكن نمشيو ليه في هذا الشيء غادي نمشيو ليه باراده قويه وبعزم ان شاء الله، وابتداء من 2019 ابارتير دو 2019. شكرا سيد رئيس بالمناسبه انا مع السيد وزير الماليه والسيد وزير التجاره والصناعه والاستثمار الى اخره، راه متناغمين ما كاينش يعني لا ميم لونغور دوند. داكشي اللي قالوا انا متفق معاهم، وكنتناقشوا هذه الامور وغادين فيها بطريقه عاديه، وكاين واحد الملف لابد نهضر عليه. اذا يمكننا ننتظروا انكم تكونوا حاضرين معنا السنه المقبله في الفرصه التاليه في الجامعه الصيفيه الاخرى بيان سور، وقت ما عيطتوا علي انا موجود صافي. لا بغيت نشير لواحد الملف اللي مهم. الى السنه المقبله غنعملوا الحصيله ديال عام، دونك عندك الوقت باش تجيب مرحبا مرحبا. حنا ما كنخافوش من الحصائل. نعم سيدي. شكرا لا نزيد واحد الفكره ضروري على لا لوت كونتر لا كوربسيون. تفضل. ضروري. علاش؟ لان بطبيعه الحال هذه من الاولويات عندنا. شوف عندنا تروا نيفو. عندنا او نيفو سوسيال، نيفو ايكونوميك et la gouvernance. ياك ثلاثه ديال النيفو. ونيفو ايكونوميك على المستوى الاقتصادي عندنا اهداف واضحه. لا بار دو لاندستري doit augmenter من 18% actuellement jusqu'à 23% en 2021. هذا سي ان اوبجيكتيف غادي نمشيو ليه ان شاء الله، وهذا غادي يخلي التقلبات ديال المناخ غير مؤثره بالشكل الذي كانت عليه على الاقتصاد الوطني، دون أن نقصوا الاهتمام بالفلاحة. الاهتمام بالفلاحة غادي تبقى وغادي تزيد، ولكن لا بار دو لاندستري دون لو بي بيرسوجيت. ثانيا المنافسة ديال الاقتصاد الوطني وديال المقاولة. جميع الإجراءات اللي يمكن تصب في هذا المجال احنا مستعدين لها بطبيعة الحال. عندنا عدد من الإجراءات في البرنامج الحكومي وعندنا فيها برنامج، وكنحيي اللجنة الوطنية ديال المناخ الأعمال هاد الكنية، اللجنه اللي دارت واحد العمل جبار مهم جدا ومنتج. وهذا الشيء في لي ريتين انترناسيونال، في لانديس دي زافير انترناسيونال راه سي كلير. اون 2010 اون ايتي 126 ولا شنو، مانتنون ولا شي حاجه بحال هكا، مانتنون اون 69. دابا هذا العام غادي يخرج اون فا افونسي بوتيتر 4 ولا 5 بوان ان شاء الله. On va essayer chaque année d'avancer 4 ou 5 points. وحنا عندنا l'objectif top 50 en 2021. فهمتيني؟ حنا عندنا دي اوبجيكتيف كلير. من الناحيه الاجتماعيه، على المستوى الاجتماعي عندنا ايضا برنامج واضح ومتكامل ديال الحمايه الاجتماعيه. التعليم، الصحه راه علنا عليها ويمكن نهضر عليها فيما بعد الا بغيتوا، الا كان ضروري، ولكن بالخصوص الحمايه الاجتماعيه الان وراه جلاله الملك الله ينصرو شار ليه في الخطاب ديال العرش، وكاين خريطه طريق واضحه من هاد ليدونتيفيون اونيك اي لو ريجستر سوسيال. منه غادي نبداو، ولكن لا سينيرجي ديال لي ديفيرون بروغرام سوسيو عندنا كيلك 139 بروغرام سوسيال، عندنا 139 برنامج اجتماعي، وفي الكثير من الاحيان ما كتكونش متناغمه. دابا عندنا دراسه وغادي تدار مناظره في نوفمبر، معنى ذلك حنا كندير عندنا صراع مع الزمن. الثالث هو لا غوفرنونس. هنا كاين لا لوت كونتر لا كوربسيون. من نهار جينا لا بروميير دي شوز كون فيت هي اون مي اون بلاس la Commission nationale de lutte contre la corruption. On a milité pour que CGM soit dedans. هي على كل حال ساهمت من الاول في وضع الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد. لا سوسيتي سيفيل اوسي. دونك حنا شركاء. هذا ملف ما فيش غالب ومغلوب، ما فيش حكومه ومؤسسات عموميه والقطاع الخاص والمجتمع المدني والناس الى اخره. هذا ملف اما كنجحوا فيه مجموعين ولا نخسروا فيه مجموعين. سنفهموا هذه القضيه. مكافحه الفساد ما يمكنش تتم من جهه واحده الا ما تشاركش معنا المواطن، ما تشاركتش معنا المقاوله، ما تشارك معنا المجتمع المدني. ما كل شيء نخدموا راه ما كاين شي واحد اللي غادي ينجح ونقولوا هذا نجح وهذا ما نجحش، ما كاينش هذا الشيء. ولذلك الا لاحظتوا كانت الرقم الاخضر اللي كانت دابا كاين ارقام، كاين الرقم الاخضر ديال النيابه العامه. قص المواطن اللي دوا دينونسي تو تاكت دو كوريبسيون، والمقاوله ايضا، وحتى يتحمل المسؤوليه. كاين فيها شويه لوكو طبيعي، الانسان كيتضرر حتى هو سيل دينونس، ولكن ما يمكنش تقول انا نربح ولكن تحيد لي الرشوه بوحدك، ولكن انا كنربح شويه بالرشوه مره حتى تحيدها ليا. لا يمكن.
اون دو سونجاجي كلنا نخلصوا الثمن الا كان ضروري. على كل حال السياسيين راهم ديما القدام ديما كيخلصوا هما الثمن. فلذلك خصنا نتعاونوا. عندنا الاستراتيجيه اون كومونسي افيك دي ميزور فورت. فهمتيني؟ غير هذا الاسبوع الماضي تما فين وقع لي هذه الهرسه وقعت لي اللي انا داخل لينسا بور لونسي واحد البروغرام دو فورماسيون ديال لي زانسبكتور ولا الاوتور ديال لي كادر دي زانسبكسيون جينيرال دي فينانس زي جي ام. فهمتيني؟ لي زي جي ام هادو قلنا لونسي واحد لا فورماسيون ديالهم لان شفنا الدوله هي عندنا ما عندناش اجهزه اللي غير تفهم كيسكو سي لا فرود كيسكو سي لا كوريبسيون دو كومبروندر. دابا كدير واحد المفتش ماشي المفتشين العامين هما عندهم تكوين لي جي اف عندهم تكوين كبير ولكن عندنا بزاف ديال الاطر غير انتهاو لهذوك لي زانسبكسيون جينيرال غير بار اكسيدون سون فورماسيون. دابا عندنا ان بروغرام دو فورماسيون باش كلهم يكونوا في المستوى باش نحاربوا الفساد من جهه الاداره كما انتم تحاربوا الفساد من جهه المقاوله. وطبيعه الحال كنحيي المجتمع المدني والمواطنين اللي خدامين في هذا الشيء. وعندنا عدد من الاجراءات وبالمناسبه المغرب في هذه السنه راه دار واحد القفزه 9 بوان. اون ايتي كلاسي 89 دابا 89 دابا بريسك 80 on a gagné 9 points, c'est important. Il faut donner يعني des signaux forts فهمتيني باش عاود نزيدوا لقدام لان هذه سي لا بيرسيبسيون. هذه لا بيرسيبسيون سي با كيلكو شوز دو كونكري. لا بيرسيبسيون وخصنا هذه لا بيرسيبسيون نعطيوها باجراءات عمليه ولكن ايضا بخطاب يكون مسؤول. نعاود نرجع لهذاك الخطاب في الاول يكون مسؤول كي نيونس كيقول المشاكل ولكن نيونسون كيقول السلبيات ولكن يقول معها شويه د الايجابيات. قال لك واحد السيد كان جا عنده هذه قديمه بزاف الحجاج. تعرفوا الحجاج ياك؟ الحجاج بن يوسف الثقفي كان واحد شويه ظالم. جاو شدوا واحد السيد جابوه دخل هو كيقول اللهم سلم سلم. قالوا لي هذه كتقال غير يوم القيامه. قال لي راه يوم القيامه احسن من اليوم. قال لي علاش؟ قال لي اليوم كتجيبوا غير الحسنات ديالي يوم القيامه كيجيبوا الحسنات والسيئات كيجيبوا لي سكي بوزيتيف سكي نيجاتيف وكيديروا لي لا بالونس. دابا انت كتجيب لي غير ما درتي هذه ما درتي هذه ولكن داكشي اللي درت مزيان ما كتحسبوش راه ما يمكنش. فلذلك شويه د العدل وشويه د الانصاف غادي يكون مفيد جدا لبلادنا لان حنا الا قلنا شي حاجه الا دوني العالمي الا دوني واحد ان اكزومبل الى الصحافه كتبدا تهدر ولي زوبيراتور كيهضروا لو سيكتور دي ما عرفت ليموبيليا ولا دو تكستيل نو فا با اون كاتاستروف الى اخره كتبه وبغيتي هذاك لا بنك يعطيك القرض فانت حماق. البنك الا شاف واحد السيكتور كينهار كيسد عليه ما بقاش يعطيه لان الا عطاه الفلوس غادي. اذا عاونوا حتى هو عاونوا باش يقول اون ا دي ديفيكولتي مي اون ا بوزوان d'accompagnement, on a besoin de financement. Si on a le financement, on va décoller, etc. باش تعطي بان يعرف بان الا عطاك غادي تزيد. اما الا قلتي لي واخا تعطيني الفينونسمون رانا غارق يقول لك علاش انا نغرق معك. فلذلك راه الخطاب مهم جدا وعلى المستوى العالمي ايضا لان الناس المستثمرين والمؤسسات الدوليه كتشوف شويه التصريحات ديال رجال الاعمال كتشوف رجال الصحافه اش كيكتبوا الى اخره. فاذا كان داك الشيء ايجابي عموما ومعتدل ومتوازن اسمو حتى واحد ما غادي يقول كل شيء مزيان ما كاين حاجه لا. ولكن الا درنا خطاب متوازن غادي نكونوا منصفين لانفسنا منصفين لبلدنا منصفين لمستقبلنا منصفين لشبابنا منصفين لشعبنا. والسلام عليكم. شكرا سيد رئيس الحكومه. كدير هكا لا سؤال اخير. بالطبع غادي تجي السنه المقبله ان شاء الله هذه الجامعه ولكن في نفس الوقت مولاي حفيظ وعد بانه غادي يجي ياخذ الكولوار باش يجي من الرباط يرجع للدار. تنظن ان يمكن الاجتماع المقبل ما بين الحكومه غير يزور الدار ماشي يرجع ليها غير يزورها رئيس الحكومه والسي صلاح الدين مزوار بالنسبه للكوميتي اللي مي اون بلاس يمكن يكون في لا سي جو ام تكون زياره ديال الكوميتي. حنا واحد البلاتفورم واحد المنظومه ديال التعاون بين الحكومه والسي جو ام وحنا كنعتزوا بها بطبيعه الحال. اول ما السي صلاح الدين مزوار اللي كان هنا مره اخرى صديق قديم طلب باش نتلاقاو تلاقينا ومن بعد درنا اجتماعات مسؤوله ودرنا جوج اللجان باش نستعدوا لواحد الاجتماع قريب في ايام معدوده يعني دون اون سيمين غادي نعاود نديرو باش نشوفوا هذوك لي كوميسيون كيسكيل زون بريباري
وحده على لا لود فينانس وحده على لا نوفيل اورغانيزاسيون دو لا بلاتفورم. حنا عندنا الاراده نتعاونوا والاخوان ديال السجيم عندهم اراده، فهنا ما كاينش مشكل، صنخدموا ونتعاونوا ونزيدوا لقدام. طبعا. اذا موعدنا عما قريب. شكرا سيد رئيس الحكومه. شكرا. كنظن يستحق هذا الشيء.